Bienvenue les amis dans ce nouvel épisode des Pieds dans le plat. Aujourd'hui je suis toujours avec Philippe. Comment ça va Philippe ? Mais écoute, ça va bien, j'espère que vous aussi, vous tous qui nous écoutez. Auditeur RIS, je sais plus comment on dit pour être full inclusive. Oui, tu m'as inventé un nouveau nom là. Et ça fait plaisir, il faut de l'inventivité, de la créativité. Bien sûr. Et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est d'actualité parce qu'on va parler d'amour. Vous voulez manger avec nous ? Allez viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi ? Maintenant je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres. L'amour avec un grand A, donc Philippe, comment on va goupiller tout ça ? L'amour dans l'assiette, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ? Oui, exactement. On va essayer d'expliquer, voire d'expliciter toute l'importance de l'amour universel. C'est pas forcément l'amour qu'on va vouer à sa moitié, mais pour sa famille, l'amour pour les gens en général, l'amour pour ses amis. Et j'en veux pour preuve une belle anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps à propos de ça. Mais surtout, vous avez vu la date d'aujourd'hui ? Oui. On est le 14 février. Ouais, 14 et là, février. messieurs, écoutez bien, parce que vous savez toutes nos compagnes nous disent « Ouais, c'est une fête commerciale et tout ». Mais là, il y a gros danger. On vous met en garde avec Lucas. N'oubliez surtout pas de... Dites, ouais, je suis d'accord avec toi, mais n'oubliez surtout pas de marquer le coup parce que là, vous allez prendre cher. Moi, je vous le dis direct. Il n'y a pas une nana qui s'en fout réellement, en fait. Très important les amis, si on vous dit non mais votre partenaire n'a pas envie de faire quelque chose de spécial, il faut marquer le coup. Alors ça peut être de bien des façons différentes, bien sûr on a tous... Mais déchirez parce que ne faites pas les choses à moitié. Non, il faut faire un truc cool, je vous le dis. Juste la petite carte de la fleuriste du coin, c'est moyen, mais elle joue justement un bouquet de fleurs, quelque chose, en tout cas n'hésitez pas à marquer le coup, c'est la fête des amoureux, c'est pas pour rien, si vous êtes amoureux, faites-le savoir tout simplement. Ouais. Et puis, tu parlais de fleurs, alors on sait que les fleurs, la plupart des fleurs sont comestibles, ouais. Mais nous aujourd'hui, évidemment dans les Pieds dans le plat, on va parler de nourriture, on va parler de gastronomie, on va parler de sensibilité, d'amour de l'autre, et puis c'est très très important tout ça, parce qu'en plus ça donne des couleurs à la vie, et en donnant des couleurs dans nos assiettes. Eh ben, écoute, je pense que tu as soulevé un des points les plus importants, nous deux ayant ce background de cuisine, en fait, rien que le métier de cuisinier au final, il faut être amoureux parce que c'est un métier qui est tellement de passion. On le fait pas pour devenir blindé de thunes. Ça, c'est évident. On le fait pas pour avoir une reconnaissance, quoi que ce soit, parce qu'à moins d'arriver à un niveau ultra élevé, voilà, le cuisinier, c'est le cuistot, tu sais, le gars, ouais, c'est un bon cuistot, et puis voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'amour, c'est un point névralgique, un point central du métier de cuisinier. Si t'aimes pas la nourriture, si t'aimes pas la vie, tu ne peux pas être cuisinier. Tout à fait. Et je rappelle, le mot cuistot. Le mot cuistot, c'est quelqu'un qui n'aime pas son métier. Un cuistot, allez, l'origine du mot cuistot viendrait de la cour de Louis XIV où c'était les cuisiniers de la brigade de cuisine qui étaient dans les communs, plus de 1000 pièces sous le château de Versailles et qui étaient tellement mauvais à faire la cuisine qu'ils étaient affectés à la préparation de la nourriture pour les chiens de chasse à cour. Donc voilà, c'est des gens qui n'avaient peut-être pas complètement compris ce que c'était que l'amour dans les assiettes. Mais l'amour est très très important, on l'a dit, parce que ça crée de l'émotion. Ça crée de la reconnaissance, c'est un témoignage de l'affection qu'on a à l'autre. Et il n'y a pas besoin de connaître les gens, comme tu le disais très justement avant, le métier de cuisinier, c'est un métier d'amour, de partage, de dire, voilà, vous êtes chez moi, voilà, moi je vais vous faire ça à manger. Et il n'y a pas besoin que ce soit des plats super chers avec des truffes, des homards, des machins comme ça. Il suffit juste que ce soit fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention, de respect du produit. Ouais. Et moi, quand je fais à manger, je vais vous dire, je vais vous parler d'expérience qui m'est arrivée ce week-end. Ce week-end, il y avait match de rugby. C'est un peu mon côté tourner les serviettes, mais j'assume complètement. Ça fait partie de ma culture latine. Oui. Et je recevais mes copains à manger. Et avant le match, parce que le match était à 15h, donc on est passé à table, c'était 14h, on était un petit peu l'apéro a duré un peu, mais enfin bref. Et j'ai passé la matinée, tu sais quoi Lucas, à leur faire des riz de veau. Et franchement, j'ai réalisé avant de préparer cette émission que ça faisait 40 ans maintenant que j'étais cuisinier, en tout cas je vais sur mes 42 ans d'expérience professionnelle et j'ai jamais mangé des riz de veau comme ça. Ils étaient juste incroyables. Mais tu sais pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps. Parce que
je les ai goûtés au fur et à mesure. J'ai tout goûté au fur et à mesure. J'ai avancé dans la recette. Je les ai regardés cuire. Je les ai regardés pocher. J'ai respecté mes méthodes de cuisson. Très important, 14 méthodes de cuisson dans la technologie culinaire. J'ai fait un pochage de malade dans un bon bouillon maison. Enfin bref. Et j'ai fait une sauce après, avec de la moutarde. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, reste moutarde, c'est pas un truc qui me dérange. J'ai rajouté un peu de miel dedans. Ça a rajouté un côté rond à l'assiette. Ok. Et j'ai lié avec le jus, le liquide de pochage que j'ai lié comme ça. Et j'ai rajouté un peu de crème acidulée dedans. Il ne faut surtout pas cuire après. Ça donnait un petit côté acidulé, épicé avec la moutarde, doux avec le miel. Les riz de veau là-dedans. Mais franchement, c'était une tuerie. Mais c'est pas parce que je suis un très bon cuisinier, c'est juste parce que j'y ai mis mes tripes, c'est le cas de le dire, j'y ai mis surtout tout plein d'amour en fait. Puis je me mets de la musique, je me suis écouté du rap algérien toute la matinée, je me suis éclaté à faire ça, ça avait rien à voir. Mais le fait de se mettre dans des conditions optimales, où d'un coup tu t'arrêtes, tu dis « tiens, je vais me boire un petit café, hein, puis je vais me mettre au coin du feu pendant que mes riz de veau sont en train de pocher », ça met une dimension. Mais juste, je jure, mes copains, là, on s'en foutait du match, en fait. Hein. D'ailleurs, c'était pas terrible, on n'a pas très bien joué. Ouais. Mais c'était juste ce côté de se dire, waouh, on a pris le temps. Ouais. Parce qu'il y a un truc incroyable. Moi, j'ai longtemps dit, j'ai pas le temps. Non, quand on me disait des trucs, on me disait, tu veux faire... Non, j'ai pas le temps. Mais en fait, si, j'ai le temps. On a tous 24 heures par jour. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Et là, c'était énorme. Donc, prenez-vous du temps, faites-vous à manger et faites à manger aux gens que vous aimez. Et vous verrez, quand vous prenez du temps et que vous leur faites à manger, là, je vais aller très très loin dans mon courant de pensée, mais c'est vrai, ce que je le pense réellement, on les aime encore plus après. Parce qu'on est vraiment dans cette osmose, dans cet environnement, on se dit, mais c'est tellement génial. Tu vois, ce matin, j'ai été m'acheter des nouvelles assiettes. J'avais envie. J'ai vu des assiettes, et je voyais les plats que j'allais préparer. Tu te projetais, ouais. On va en parler dans ce podcast de tout ce qui est important, sans se mettre des restrictions, des obligations, mais quand on fait à manger, on parle des couleurs, on parle des formes, tout a une importance. Quand on fait de la cuisine, il y a des règles fondamentales, qui sont des règles culturelles. Hein. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire au niveau d'un dressage d'assiette vaut chez nous, et encore, c'est pas une obligation, c'est pas une science exacte, c'est juste une histoire de sensibilité, et Dieu sait si la sensibilité est vraiment transversale. Hein. Il y a de multiples façons d'aborder la sensibilité, mais c'est surtout culturel. Et j'en veux pour preuve que j'ai eu la chance dans ma vie d'aller travailler quasiment sur tous les continents. Et je me rappelle que j'avais fait un travail de mémoire sur les couleurs, l'interprétation des couleurs dans les assiettes. Et je me suis gaufré, mais vraiment comme une merde, hein, disons-le, au Cambodge, où je suis arrivé avec mes principes. Et c'était absolument faux, puisque de facto, la signification des couleurs n'est pas la même suivant les cultures. Donc dont je vais vous parler aujourd'hui, ce dont on va parler, ça vaut chez nous, et encore, je le répète, de manière très transversale, il n'y a pas de science exacte. Donc, par exemple, les couleurs, on dit, ouais, il faut des couleurs. Oui, il faut des couleurs, mais pas n'importe lesquelles. Pensez au drapeau italien et une couleur sombre. Je prends l'exemple toujours de l'assiette blanche sur laquelle on met de la mozzarella. C'est très bon de la mozzarella. Hein. C'est quand c'est une bonne mozzarella di bufala. On en fait en Suisse d'ailleurs, hein, au Val de Travers maintenant. Il y a un excellent producteur. J'ai vu comment il faisait, c'était un truc de dingue. Mais blanc sur blanc, c'est pas génial. Mais des tranches de tomates de saison, hein, donc faites pas ça maintenant pour le 14 février parce que c'est pareil, hein, un fraisier oublié, hein, parce que là c'est une faute, c'est une faute de mauvais goût, mais juste impressionnant. Offrir des fraises à Noël, c'est juste n'importe quoi. Des huîtres, par contre, on en reparlera peut-être un peu, puisqu'il y a toujours des clins d'œil à faire avec les aliments aphrodisiaques qu'on avait déjà traités un peu dans les pieds dans le plat. Donc, j'en étais où ? J'en étais à mes tomates. Donc là, on est plutôt sur l'été. Des bonnes tomates qui ont bien du goût. T'imagines déjà, tu as un contraste entre le blanc et le rouge, mais là-dessus, tu mets du basilic émincé. Basilic qui est l'herbe de la passion. Hein, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça, je ne me rappelle plus. Non, je n'avais pas parlé. Il faut on de la était légende. Sur les épices, pas sur les herbes aromatiques. Si vous voulez un épisode sur les herbes aromatiques. Dites-le nous. Mais tiens, un petit exemple sur le basilic, parce que là, on est complètement là-dedans. Vous voulez faire manger à votre chérie aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Valentin. Mettez du basilic. La légende du basilic dit que ce serait une épice, une herbe indienne, et que il fut un temps où il y avait un Maharaja très sévère en Inde qui avait une fille magnifique. C'est toujours l'éternelle histoire de la princesse magnifique et qui est malheureusement amoureuse d'un très beau garçon mais qui est très pauvre. Donc ils vivent une histoire passionnelle, ils s'aiment et ils rêvent de se marier et d'avoir de nombreux enfants. Sauf que le Maharaja
est contre cette union, forcément, puisqu'il est pauvre et il veut que sa fille épouse un prince, un autre Maharaja. Donc, il interdit cette relation, il continue à se voir en cachette. Et au bout d'un moment, le poteau rose est découvert, il se rend compte qui se voit en cachette. Donc, le Maharaja fait prisonnier l'amant, ce jeune homme magnifique, très beau, très, très plein de choses. Et il le fait arrêter, il le décapite. Et pour punir sa fille, il offre la tête de ce garçon sur un plateau à sa fille. Sa fille pleure avec cette tête dans les mains et elle va enterrer la tête dans le jardin. Et tous les jours, elle vient pleurer sur la tombe de cette tête. Et ses larmes coulant sur le sol créent une certaine humidité forcément sur la terre qui fait naître une herbe et qui est l'herbe du basilic. Et c'est pour ça qu'on dit que le basilic est l'herbe symbolisant l'amour passionnel. Donc on en est aux couleurs, je rappelle, ça va très loin. Reste les couleurs, voilà, on chiale déjà. Donc vert, blanc, rouge, drapeau italien. Oui. Et puis rajoutez, maintenant imaginez votre assiette, tomate, mozzarella avec du basilic, c'est beau. Mais maintenant, mettez un petit peu de vinaigre balsamique, c'est-à-dire une couleur sombre, et là vous avez un plat qui, selon moi, a un certain équilibre au niveau des couleurs. Je rappelle, c'est pas une science exacte, mais évitez d'avoir trop de couleurs sur vos assiettes parce que ça peut créer une certaine perturbation au niveau de la compréhension. J'en veux pour preuve une fois où j'avais fait, à l'époque où j'étais prof de cuisine à l'école hôtelière de Lausanne, j'avais fait une terrine de légumes et j'étais super fier d'avoir découvert comment on pouvait faire un bleu, mais un bleu ciel, naturellement. Il suffit de prendre du chou rouge cru, tu fais de la purée de chou rouge cru, tu mets du sel, du blanc d'œuf, et tu laisses comme ça oxyder. Et après, tu cuis ça, et tu as le bleu, ça devient bleu en fait. Bleu foncé ou bleu clair, ça dépend de la fermentation que tu as pu faire avant. Et j'étais très fier de moi, j'avais fait une terrine de légumes avec 7 couleurs. Tous les gens passaient devant, tout le monde regardait cet étrange truc qui ressemblait plus à un arc-en-ciel qu'à une terrine de légumes. Personne n'en a pris. Et en fait, j'ai compris que le bleu n'était pas une couleur alimentaire, c'est une couleur qui était même répulsive pour l'humain. Et c'est la seule couleur qu'on ne trouve pas à l'état naturel dans notre alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que dans les entreprises alimentaires qui font de la grosse production, tous les tapis sont bleus. Ça permet de voir s'il y a un morceau de tapis qui part dans les aliments, on voit tout de suite qu'il y a un morceau de bleu. Voilà. Ça, c'était pour les couleurs. Si vous voulez continuer à faire bien à manger à votre chérie, pensez aux contradictions dans les textures. Si vous faites quelque chose de mou, mettez quelque chose de dur. En plus, c'est à propos. Après... Non, mais c'est vrai, tu fais un tartare. Un tartare je prends n'importe quoi, un tartare de Saint-Jacques ou un tartare de poisson. Tu mets un peu de gingembre, forcément, du citron vert râpé dessus, une bonne huile d'olive extra vierge ou même une huile de noix, une huile de colza. Là, je goûte une huile de colza. En ce moment, je travaille beaucoup avec ça. Une huile de colza extra vierge du moulin d'à côté, là, dans le canton de Vaud. C'est une tuerie. Mais bref. J'en étais où ? J'en étais aux textures. Et donc, ce tartare est fait. Mettez un peu de crème acidulée dans votre tartare et puis un petit peu de pommes râpées. Vous allez voir tellement c'est bon. Et puis, vous servez ça avec des croûtons. Tu vas avoir un équilibre entre les textures. C'est-à-dire, tu vas avoir quelque chose de croustillant, quelque chose de mou. Et là, tu fais appel à la sensibilité de la personne. Tu manges quelque chose de doux et en même temps, c'est croustillant derrière. Et ça apporte un équilibre au niveau de la compréhension de l'assiette. Après, il y a la quantité. Servez pas trop. Déjà, ça évitera les ballonnements pour la suite de la soirée. Et puis... servez des assiettes modestes, quitte à les re-remplir. Longtemps, j'ai pas compris pourquoi dans les restaurants gastronomiques, il fallait presque une loupe à la place du couteau pour voir ce qu'il y avait dans ton assiette. Tu sais, il y a même des humoristes qui ont fait beaucoup d'écrits là-dessus. Mais en fait, c'est une marque de respect. Trop servir une assiette, version assiette du skieur, ça veut dire que t'es une vache, donc tu bouffes comme une vache, quoi, en fait. Ça veut dire vraiment ça. On te sert parce que tu bouffes comme un gorille, quoi. Et c'est pas ça. T'as meilleur temps de resservir une personne. Déjà, ça fait des assiettes plus jolies. Et puis, tu resserres des personnes. Ça veut dire que la personne va manger chaud pendant tout le temps du repas. Puisque le repas, rappelons-le, c'est du partage, c'est de l'amour. Donc, on n'est pas là pour manger. On est là pour manger, déguster, apprécier, dire « Oh, t'as goûté le vin? Oh, il a un petit goût de noisette framboisée. » C'est ça. Donc, si tu fais des petites portions, tu resserres souvent la personne et la personne mange chaud. Encore une chose à ce propos, servez-vous toujours en premier. Et servez vos invités ensuite. Ça permettra à vos invités de manger chaud, le temps que vous y dressez toutes les assiettes, et ça vous permettra de respecter un principe de dressage d'assiettes cistercien, c'est-à-dire que là on est au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge c'était toujours le maître de maison qui se servait le premier pour prouver à ses invités qu'il n'y avait pas de poison dans les assiettes. On n'est plus tellement dans le glamour. Donc, j'en ai parlé, j'ai parlé des textures, vous avez compris, j'ai parlé des couleurs, des quantités. Et il y a encore une dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est les formes sur l'assiette.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'idée de mettre avec un filet d'agneau. Donc un filet d'agneau, c'est comme un petit bâtonnet. Et de chaque côté, vous allez mettre une boule de riz et une boule de légumes. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. C'est pas très glamour. Donc essayez de faire attention aux formes. Essayez d'éviter aussi des bavarois ou je sais pas, 2 trucs ronds avec une petite framboise sur le dessus. On dirait une paire de seins, quoi. Je sais pas, faites des trucs un peu plus créatifs, un peu plus imaginatifs. Et puis une dernière chose, puisque je parle beaucoup, faites du volume. Mettez du volume dans l'assiette. Le volume donne une impression de légèreté, donne une impression, je vais même aller très loin, nous renvoie à notre patrimoine culinaire cistercien, où la nourriture était censée partir de la terre pour monter vers le ciel. Waouh, c'est beau, hein? Voilà, rien que sur le pressage d'assiette. C'est très, très important. La Saint-Valentin, les gars, ne vous loupez pas, vous allez prendre cher, sinon... Alors on dit les gars, mais les filles aussi. Hein. Si, en fait, on fait que de dire... C'est vrai. Notre métier de cuisinier, tout ça et tout. Donc, les gens peuvent se mettre un coup de pression en mode « Ouais, mais moi, j'ai pas les capacités de faire et tout. » Du moment que vous avez plaisir à cuisiner, que vous avez plaisir à faire à manger à autrui, vous êtes un romantique. C'est tout. Vous êtes un ou une romantique, c'est comme ça. C'est l'envie de partager un bon moment avec sa partenaire et c'est l'intention qui compte, je pense. Justement, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire à manger, si vous faites à manger pour cet événement spécial qu'on vit aujourd'hui, je trouve déjà ça, c'est une belle preuve à sa partenaire ou à son partenaire de... je m'implique et je te prouve mon amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis, comme on l'a dit avant, ça sert à rien d'aller acheter des fleurs qui viennent d'autre bout de l'Europe. Ça sert à rien d'aller acheter un fraisier en forme de cœur qui vient, dont les fraises viennent de l'autre bout de l'Europe aussi également. Soyons pas là-dedans. Tu veux la Saint-Valentin? Non, tu dis que non parce que voilà. Mais moi, tu vas comprendre. Et là, je vais te faire le truc qui va déchirer. Et c'est ça qui fait que la vie est belle. C'est ça qui met de l'émotion. Et puis, en plus de ça, il y a un deuxième effet qui se coule, sans faire de publicité pour ce bonbon, mais par rapport à la publicité, je dis ça, c'est qu'en plus de ça, quand tu manges bien, tu manges avec appétit. Ouais. Si tu manges avec appétit, tu digères bien. Et si tu digères bien, tu es prédisposé à finir la soirée en feu d'artifice. D'accord, Twister, c'est ça, un jeu de société ou... Voilà. Très bien, je vois tout à fait de quoi tu parles. Mais moi, j'aimerais revenir sur un précepte. On va faire un petit cross, un petit featuring avec Kiss le podcast, qu'on salue, qui est un autre podcast où j'interviens. Et en fait, on va parler des 5 langages de l'amour. Alors, allez. On en a parlé un peu en off. Tu m'as dit que tu connaissais pas, mais c'est un précepte simple qui dit que tu as 5 langages de l'amour quand tu as un partenaire ou quand tu es amoureux de quelqu'un. Et souvent, il y a des gens qui se retrouvent que dans un des langages ou dans plusieurs. Tu me dis si toi, tu te retrouves dans un et surtout, si la cuisine, dans combien de langages elle se retrouve. Ok, ça marche. Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. C'est quelqu'un qui va être tout le temps à soutenir, qui va communiquer son amour pour l'autre, qui va le dire. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont plus réservés, qui disent pas trop leurs sentiments, tu vois. Le deuxième, c'est le toucher physique. Donc, quelqu'un qui va te faire ressentir les choses en te tenant la main, en te faisant passer des frissons, limite. Les services rendus. Donc, c'est quelqu'un qui va... je sais pas moi, je vais sortir le chien, tu vois, on parle en off. Je vais sortir le chien, je m'en occupe. Avant que je vais faire la lessive, je vais faire la cuisine. Avant que je cuisine le chien. Ah oui, tu le cuisines. Langage de l'amour. Je me suis occupé du chien. Ah, tu l'aimes Médor? Ouais. Reprends-en. Non, c'est un vieux dilemme qu'on a avec Lucas. On n'a pas l'approche du chien, la même chose. Ensuite, on a les cadeaux. Donc, quelqu'un qui va s'exprimer, qui va donner... sa façon de dire je t'aime, c'est d'offrir un truc, une attention, un truc. Ça peut être une voiture. Enfin, tu vois, ça peut aller trop loin pour les gens qui ont les moyens, tu vois. Ça rapporte des podcasts. J'ai l'impression aussi que dans le cadre de l'amour, les cadeaux, c'est aussi beaucoup des fois utilisé pour se rattraper d'une faute ou d'une bêtise ou comme ça. Ça peut fonctionner. Après, ça parle à qui ça parlera. Et le dernier, c'est les moments de qualité. Donc offrir des moments, ça veut dire prendre le temps avec l'autre, tu vois, enfin je sais pas, rien que de prévoir des soirées à deux pour toi qui est père de famille aussi, si tu prends des moments
hors des enfants, tu vois ce que je veux dire? Tu crées un moment unique avec ta femme et tout pour célébrer l'amour et tout. Enfin, ça, c'est les 5 langages de l'amour. Est-ce que tu te retrouves dans certains? Ouais, alors moi je me retrouve dans certains, quand tu as commencé en parlant de la manière de parler. Hein, c'est des ça paroles valorisantes. Paroles valorisantes, ce sont les appellations de mai, tout simplement. Ouais. Tu dis, ma chérie, pour la Saint-Valentin, je vais te faire des tripes. Pas sûr que tu partes avec le curseur à bloc là, mais voilà. C'est pas gagné d'avance, mais la surprise. Tu te mets la pression directe là. Mais après, moi, ça me fait beaucoup penser qu'aux 5 sens. Et tu sais que dans mes conférences, dans mes spectacles, dans mon enseignement, dans tout ça, je parle beaucoup des 5 sens, mais je rajoute toujours ce 6e sens. Parce que les 5 sens, on les connaît, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, hein, dont on parle un peu. Tu viens de nous en parler plus ou moins, c'est très métaphoré tout ça, mais on voit que c'est là. La manière de parler, tu donnes une appellation mais aimer quelqu'un, c'est aussi lui parler gentiment, avec respect. C'est aussi lui poser des questions, parce que des fois, parfois on a des journées très remplies, comme moi je suis un peu hyperactif, donc, et j'aurais tendance peut-être à rentrer à la maison et dire « Ah, t'as vu aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et puis non, c'est ce moment-là où il faut justement pas faire ça, où il faut justement demander à l'autre si sa journée s'est bien passée, qu'est-ce qui s'est passé, et puis poser des questions. On dit pas « Ah ouais, c'est super », et puis il faisait beau. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut poser des questions qui répondent à un besoin essentiel de savoir plus de l'autre. C'est un peu ça, comme ça que je vois la chose. Le toucher, bon, c'est fin de soirée. Non, je rigole quand je dis ça. Mais oui, le toucher, le côté tactile. Moi, je suis latin. J'aime bien toucher les gens, j'aime bien les prendre dans mes bras. Moi, je fais la bise à mes copains. Je leur serre pas la main, et à la famille, on se fait la bise, nous. Parce que pour moi, c'est une marque de respect. Tu as besoin de prendre l'autre dans tes bras, parce que c'est ton sang, c'est ta famille, c'est ton histoire de vie. Après, il y a le l'ouïe. Écouter l'autre, c'est important. Franchement, là, on est en train de faire un peu les moralisateurs. Mais c'est ce que je disais avant. Peut-être dire ce qu'on a fait, mais surtout demander à l'autre ce qu'il a fait de sa journée. Parce que c'est important de vivre la vie à deux. Bien sûr. Se sentir écouté aussi, c'est un sentiment qui est important. Enfin, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que moi, ma chérie, je peux lui ressortir des trucs qu'elle m'a dit au tout début de notre relation, parce que oui, alors ça peut être choquant, mais j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, hein? Quand t'auras 30 ans de vie commune, je sais pas si tu te rappelles les premiers mots, hein, honnêtement. C'est pour ça qu'on a un truc avec des notes sur notre téléphone. Ok, c'est bon. Okay. Elle aime le rutabaga, c'est bon. C'est noté. Bon, après, il y a encore 2 sens dont je n'ai pas parlé, de ces 5 sens, c'est le goût. Mais le goût, c'est quand tu fais à manger à quelqu'un. Ça, je crois qu'on en a un petit peu parlé au début de ce podcast. Et puis, l'odorat. Ouais. Essayez de ne pas sentir le pâté quand même. Non, mais je veux dire... c'est important aussi. Bien sûr, ça passe par là. Un petit bonbon à l'eucalyptus quand madame arrive, ou monsieur, c'est toujours sympa que quand tu as l'impression que tu embrasses un poney quand tu reviens du boulot. Tu vois, donc, il y a toutes ces choses. Tu te dis, laisse-moi deviner, tu as mangé un rat crevé à midi. Hein. Donc, la Saint-Valentin est mal partie dans ces cas. Et puis je le répète, hein, le 6e sens, c'est l'émotion, c'est tout ce qui va toucher à la sensibilité de la personne. Et là, je me concentre quand je dis ça, parce que c'est ce qui est vraiment de plus important. Quand tu vas faire à manger à quelqu'un, bien sûr, tu dois t'intéresser à savoir si la personne aime ou pas ce que tu vas lui faire à manger. Hein, moi, je sais que dans mon entourage, il y a très peu de gens qui aiment les abats. Je ne vais pas dire, ce jour-là, je vais faire des tripes, hein, ou je vais faire de la cervelle de porc. Ça, je crois que ce serait vraiment une faute de mauvais goût. Mais déjà partir gagnant en disant, tiens, je sais qu'elle aime bien ça, ou je sais qu'il aime bien ça, je vais lui faire ça ou ça. Et puis après, mettre tout son cœur dedans. Mais c'est tellement important. La cuisine, c'est un moment divin quand on prépare à manger à des gens qu'on aime, parce que on est là, on réfléchit, on sent, on goûte, moi, je trouve ça tellement génial. Moi, je pense, au moment où je dis ça à mes apprentis, parce que je suis enseignant, et je leur dis, mais quand vous préparez à manger, imaginez déjà le décor. Imaginez comment vous allez dresser l'assiette. Et alors, ils me regardent un peu, tu vois, comme une poule qui voit une paire de lunettes. Et à ce moment-là, je leur dis, mais comment vous aimeriez recevoir une assiette? Qu'est-ce qui ferait que vous recevriez l'assiette et vous diriez, waouh,
ça claque des bretelles. C'est ça qui est important. Et c'est toute cette imagerie comme ça qu'on peut avoir dans notre esprit, mais dans notre esprit qui est lié à l'odorat. Hein, j'en parlais avant. Tu sens ce que tu es en train de préparer, tu vois, tu touches, tu goûtes. Là, tu prends une dose d'émotion incroyable. Et franchement, ma plus belle récompense samedi, c'était quand j'ai regardé le regard de mes amis. Je t'assure, les assiettes, je pouvais les remettre dans l'armoire. Il n'y a pas besoin de les nettoyer. Hein. Elles étaient ripollinées. Ah bah oui. Et c'était rien. J'avais fait des pommes de terre, j'avais coupé en quartier. J'étais chercher un peu de romarin au jardin. J'ai émincé sel, poivre, une huile de colza extra vierge du moulin d'à côté. Là. Et puis... on fait pas de pub, t'as vu, dans un podcast. Hein. Non, c'est pas notre genre. Et j'ai mélangé ça, j'ai mis ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes. C'était magnifique. Après, j'ai pris mes légumes, j'ai pris ce que j'avais. Ouais. J'avais du navet, carottes, mais j'ai rajouté dedans un peu de gingembre. J'ai râpé un petit peu de peau de citron, finalement. J'ai pelé mon citron comme on pellerait une pomme. J'ai ciselé ça finement, du citron bio, parce que la peau, c'est quand même important de travailler avec des bons produits. Et puis j'ai mis ça à cuire tout doucement. Et puis après je me suis dit, mais un repas sans ail, c'est pas un repas. Donc j'ai rajouté un peu d'ail haché, dégermé, que j'ai rajouté dedans. Et j'ai laissé ça, mais j'ai pas voulu le cuire n'importe comment dans une casserole en inox. J'ai été chercher un faitout, le faitout de ma grand-mère, qui paye, il faut être 3 personnes pour le porter, tellement il est lourd ce machin. Mais j'ai mis ça sur ma plaque et puis j'ai fait fondre un peu de beurre dedans. J'avais plus de graisse de foie gras de canard parce que j'en avais toujours un peu dans le frigo. Mais là j'ai fini parce que je suis un gourmand. Donc j'ai mis un peu de beurre de laiterie dedans. J'ai laissé fondre comme ça. Et puis quand le beurre commence à chanter, il faut juste mettre un tout petit peu de jus de citron dedans, mais une goutte, juste pour que le jus de citron vous dise attention, le beurre est prêt là, quand ça commence à faire du bruit. Et là, tu mets tes légumes les uns après les autres, bien évidemment toujours les racines en premier. Après, tu rajoutes les bulbes, après tu rajoutes les bulbes, les racines, et puis après les feuilles. Et puis tu laisses cuire ça gentiment. J'avais du chou frisé, mais c'était bon. Et puis j'ai essayé de cuire ça tout doucement parce que les méthodes de cuisson, il ne faut pas faire trop chaud. Les gens pensent que c'est super. Non, il faut aller tout doucement avec les méthodes de cuisson. Surtout quand tu dois gérer l'apéro avant, tu vois. Bien sûr. Et puis mes riz de veau, je les ai pochés dans un bouillon, pochés sans assaisonnement. Et j'ai essayé de cuire ça aussi tout doucement. Poché, tu sais aussi bien que moi, t'es cuisinier, c'est 85 degrés, 90 degrés maximum, aucune ébullition, sinon ça devient dur. Et après, je les ai laissés tempérer. C'est le moment le plus important de la méthode de cuisson de poché. C'est-à-dire qu'il faut laisser tempérer après la cuisson dans le liquide de mouillement. Sinon, ça sèche. Ça, c'est curieux, mais ça sèche. Et puis, j'ai pelé ça. Après, je les ai coupés en quartiers, sautés comme ça dans un peu de beurre moussant. J'avais rajouté un peu d'émincé de bœuf que j'avais cuit à part. J'ai fait réduire le jus de cuisson du bœuf à 2 moitiés. J'ai mis la moutarde dedans, le miel. J'ai lié. Et c'était un truc de dingue. Mais pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps. Alors les gens me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps. Vous me faites rire avec vos histoires de temps. » T'as le temps de regarder la télé ? Alors, ça veut dire que t'as le temps de te faire à manger. C'est juste une histoire de priorisation, quoi. Eh ben, en tout cas, je vous souhaite à tous, vous voyez comment il vient de parler de son assiette. Et on parle que d'une assiette. Donc, je vous souhaite à tous de connaître ça une fois dans votre vie, en tout cas. Parce que ça donne faim. Ça donne faim. Et puis, c'est presque de la poésie, en fait. T'as vu ? C'est presque de la poésie Non, mais quand on raconte une recette comme ça, on voit que tu es impliqué, que tu revisualises ton assiette pendant que tu la racontes et tout. C'est trop beau. Ça donne envie, c'est normal. Et tu sais que j'humidifiais mes légumes, parce que les légumes, ça peut vite sécher, même dans le faitout de ma grand-mère. Je rajoutais un peu de mouillement du pochage des riz de veau. Ouais. Tu perds aucun goût. Mais tu l'as très bien mentionné avant, je voulais juste revenir là-dessus. Tu parlais du 6e sens, donc les souvenirs, le ressenti. Comment t'avais défini ça déjà ? Le 6e sens ? Le 6e sens, c'est l'émotion. Ouais, l'émotion, exactement. Et t'en parles dans ton spectacle. C'est très important pour moi de revenir là-dessus parce que tu parles, entre autres, de ta grand-mère. Et au final, la cuisine, l'amour, tout est lié. Et les premiers souvenirs qu'on a de ça, c'est nos mamans, nos grands-mamans qui nous faisaient à manger. Bien sûr. Et qui, elles, nous faisaient manger avec amour parce qu'elles voulaient transmettre ça et tout. Donc ça s'adresse aussi à tous les jeunes parents. Malheureusement, j'en vois beaucoup. Alors, on va être de nouveau moralisateurs, vous nous direz. Mais je vois beaucoup de jeunes parents qui vont à la facilité, qui prennent pas le temps forcément de faire à manger à leurs enfants. Ma sœur, la première. Du coup, elle va être contente, ça balance. Elle n'écoute pas, c'est bon, c'est pas grave.
Mais c'est important de transmettre ce genre d'émotions culinaires qui puissent après se transmettre aussi plus loin de génération en génération. Et pour moi, c'est un langage de l'amour à part entière, c'est la cuisine, tout simplement. Puis tu sais, tu parlais de culpabilisation. Là aussi, ce que je veux dire, c'est pas de la culpabilisation, c'est de l'amour. Parce qu'on parle de cuisine, mais la cuisine fait partie des arts de la table. Et les arts de la table, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc il faut vraiment mettre le paquet, hein, il faut ça, pour notre chérie. Comme ça, c'est universel, ça peut être homme ou femme. On ne genre pas la chose. Et pensez aussi à dresser vos tables avec amour. On ne jette pas les couverts comme ça. Les couverts, il faut qu'ils soient bien alignés avec un couteau à bourron. S'il vous plaît, ce soir-là, on met des couteaux à bourron parce que les bourrons signifient qu'on coupe le mauvais sort. On ne jette pas le mauvais sort à la personne qui est en face de soi, parce que généralement, on mange face à face dans ce genre de repas. Les 4 dents de la fourchette, mettez-les contre le bas. Essayez de mettre ça de manière rectiligne ou pas, mais faites un décor, faites un dressage. Ne jetez pas comme ça les choses sans aucun amour, finalement. Mettez un verre à vin, un verre à eau. Mettez une petite fleur sur la table, mettez du sel et du poivre. Ça ne veut pas dire que si vous mettez du sel et du poivre, vous doutez de vos compétences pour assaisonner correctement un plat. Mettre du sel sur la table, c'est mettre son argent, c'est donner du respect à la personne qu'on va servir, avec qui on va partager le repas. Il y a toute cette symbolique autour. Ouvrez votre vin avant le repas. Carafez-le si c'est nécessaire. Mettez du cérémonial. Si vous mettez du cérémonial, mais même une petite bougie allumée sur la table, ça paraît con, côté de la petite rose comme ça, toute seule, mais ça peut paraître même ringard, ça peut paraître kitsch, mais c'est tellement revalorisant et valorisant pour la personne à qui l'on fait ce présent, parce que c'est un présent dont on parle. Et une dernière chose, n'oubliez pas de sortir votre plateau de fromage avant le repas. Et pas au moment où on va manger le fromage, parce que le fromage va prendre une ampleur incroyable, va prendre une amplitude de dingue au niveau aromatique, et vous allez pouvoir partager un moment de bonheur. Bon, après, il faut manger du sucre après, sinon vous avez une haleine de fromage pour la suite de la soirée, ça peut être compliqué. Surtout du Schabziger. Exactement. Est-ce qu'on a des derniers conseils à donner pour ceux qui préparent cette Saint-Valentin ce soir et qui ont envie de marquer le coup ? Oui, mettez de l'amour. Et mettre de l'amour, ça, je le répète, c'est pas acheter des choses chères, mais mettez quelque chose d'original. Un truc tout con, mais vous mettez une épice que vous avez. Voilà, ça. Puis il y a toute une symbolique autour de l'épice. Sachez que le cardamome, c'est une invitation au voyage. Le clou de girofle, alors le clou de girofle, c'est compliqué au niveau du goût, mais c'est un aliment aphrodisiaque. La cannelle aussi est une épice aphrodisiaque. Mettez de l'histoire, avec un grand H ou pas, mais racontez une histoire. Dire voilà, ça, je l'ai fait pour toi. Allez chercher les souvenirs aussi. Essayez de vous rappeler ce qu'elle aime pas, ou ce qu'il aime pas, hein, bien sûr. Tout simplement improviser un peu autour de ça. Alors, bien sûr, en essayant de respecter un maximum les produits locaux. Hein, on pourra que mettre ça en avant, hein, nous. Mais voilà, souvenez-vous, elle aime le chocolat, préparez quelque chose autour du chocolat, tu vois. Elle adore chocolat, aliment aphrodisiaque d'ailleurs. Bien sûr, pas pour rien. Chocolat, gingembre, huître. Non, mais une autre histoire à propos du chocolat, je te coupe, hein, excuse-moi. Mais voilà, le chocolat qui a eu cette réputation d'aliment aphrodisiaque très très longtemps. Tu sais que ça a été importé par les conquistadors, le chocolac, je crois que c'était exactement. Et comme il était brun, qu'on le buvait très chaud et qu'il était très épicé, on a tout de suite dit qu'il éveillait l'essence, il échauffait l'essence. Alors ça paraît complètement absurde ce dont je vous parle, mais il faut quand même se rappeler que le chocolat était interdit en Suisse jusqu'en 1770. Oh, wow. Et le chocolat est arrivé par Zurich. Et il est arrivé d'où ? De Belgique. Ah ! Ouh là, je vais pas me faire des copains aujourd'hui. Mais maintenant, le nôtre est meilleur, on a dépassé les maîtres. Hein. Bon, mais Madame de Pompadour, qui était Jeanne Poisson, qui était la favorite de Louis XV, consommait énormément de chocolat, parce qu'il faut dire son amant, c'était un pointeur. Hein. On est en plein siècle libertin. Lui, c'était un champion du monde au niveau du libertinage. Elle n'arrivait pas à suivre. Et pour se donner du cœur à l'ouvrage, elle buvait beaucoup de chocolat parce qu'on lui avait dit que c'était aphrodisiaque. Donc, prenez du chocolat ce soir. Oui,
Chocolat, ça me semble évident, c'est cliché, mais ça fonctionne. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Le chocolat contient du magnésium. Hein. Ouais. Le magnésium, c'est bon pour les crampes. Hein. Tu l'as dit avant, mais les... On peut pas être sérieux ici. Tu l'as dit avant, mais les appellations très importantes, mais plus loin que les appellations, le contenu de l'assiette est important. Je vous parlais de souvenirs. Si elle adore la tête de veau, super. C'est peut-être pas ce soir qu'il faut faire ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Privilégier quelque chose d'un peu plus sexy, de la Saint-Jacques, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, tu me coupes. Ouais, alors Saint-Jacques, oui, mais en même temps, on parlait de produits locaux avant, pas besoin d'aller chercher de la Saint-Jacques ou du saumon, mais de Norvège, mais peut-être travailler avec des filets de boya. La boya, c'est de la grosse perche, ou alors on peut travailler avec du brochet. On a dans nos lacs énormément de poissons, on a de la blette, on a aussi du silure. Moi, je me suis fait un tartare de silure, et là, franchement, tu fais un tartare de silure à quelqu'un pour la Saint-Valentin, waouh, avec un peu de gingembre râpé, je répète, du zeste de citron vert dessus, une huile de noix, sel, poivre, des toasts à côté. Mais là, mon gars, c'est feu d'artifice. Hein. Ouais. Ah, clairement, ça fonctionne pourvu que ce soit un peu original, quoi. Que ça vous parle. Et surtout, un autre conseil, faites-vous plaisir aussi. Parce que c'est important, il faut faire plaisir à l'autre, mais il faut se faire plaisir à soi aussi. Parce qu'il y a aussi des gens qui font la Saint-Valentin peut-être tout seuls. On pense à vous aussi. Faites-vous plaisir, tout simplement. Hein. C'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas profiter de cette fête de l'amour. Hein. Si on s'aime soi-même. C'est le moment ou jamais de se taper la lasagne tout seul. Exactement. Mais tu sais que Lucullus, qui était le général romain en charge de l'armée d'Asie, un jour, il a dit à son... C'est une histoire vraie, ça. Hein. Enfin, c'est pas une légende, comme il peut y avoir pas mal dans l'Antiquité et la mythologie grecque et romaine. Mais Lucullus, ce général, donc, a dit à son caucus, c'était son esclave cuisinier, son chef de cuisine, il lui a dit, pour demain, tu me prépares le plus beau banquet du monde. Le plus cher, ce que je veux, ce qu'il y a de meilleur. Et puis le caucus lui a dit, oui maître, mais combien de personnes ? Il lui a dit, une personne. Il a dit, ok, une personne, un banquet pour une personne, il était un peu dubitatif. Ouais. Il lui dit, j'ose vous demander qui c'est qui va venir ? Et il a dit, moi. Demain, Lucullus reçoit Lucullus. Je trouve ça beau. Bah oui, c'était la Saint-Valentin. C'était la Saint-Valentin pour personne célibataire, et voilà. Okay. Après, tu peux dormir sur la béquille, tu as mangé du zinc. Et voilà, et du magnésium. On devient graveleux. On dérape. Le débat dérape. Mais c'est peut-être le moment de rendre l'antenne. Je pense qu'on a bien couvert le truc. Je pense que vous avez bien compris que la cuisine, c'est de l'amour. On parlait de l'amour et dans l'assiette, mais c'est un pléonasme presque. Hein. Quand on parle de cuisine, on parle d'amour aussi. Selon moi, selon nous, peut-être. Et ne confondez pas, ne faites pas l'amour dans l'assiette. Ça risque d'être compliqué. Après, c'est gérable, il faut des grands plats. Ouais. Surtout à la fin du repas, l'assiette n'est pas propre, enfin, c'est dégueulasse. Surtout si t'as mangé un tartare de silure. Bon, allez, on va arrêter. Ça dérape grave. En tout cas, faites-vous plaisir. Ouais. Faites plaisir autour de vous. La Saint-Valentin, ça peut être tous les jours aussi. Oubliez pas. C'est un des langages de l'amour, de partager ces moments avec vos partenaires. Donc voilà, nous, on va aller préparer nos menus respectifs. Et puis, on vous partagera sur les réseaux ce qu'on a fait d'ailleurs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Philippe, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Vous avez vu qu'on a le verbe fringant, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me permet aussi d'orienter mes recherches dans ce monde passionnant qu'est la gastronomie. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne célébration et bonne suite de parcours en 2024 qui s'annonce rock'n'roll. Vous voulez manger avec nous ? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi ? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres.